Ethique Vie vous présente un café et la presse. Bah dis donc, vous avez vu Georges, beaucoup de tension vendredi, hein, on imagine ce que ça va être le mois de juin. Ça, j'y crois pas. Faut regarder le foot. Mais non, je regarde pas le foot, vous imaginez bien. Je suis trop fan de rugby pour regarder le foot. Et je suis très énervé après les footeux, puisque la finale du top 14, où il y aura Clermont, comme chaque année, forcément, se déroulera à Barcelone. Et ça, ça énerve. Non, je parle de la bourse de Paris, notamment violent, le CAC qui a perdu 2% vendredi, 4% sur la semaine, alors que ça démarrait bien, bizarrement. Et regardez cet article d'Investir, on va comprendre pourquoi. À l'approche de la réunion de la Fed qui commence aujourd'hui, figurez-vous, les investisseurs s'inquiètent bien sûr d'une hausse des taux américains, mais surtout, en fait, ce qui énerve tout le monde, ce qui inquiète tout le monde, c'est le Brexit et aussi les élections espagnoles. L'aversion au risque est palpable, Georges, et bien la sécurité en ce moment n'a pas de prix. C'est joli comme phrase. Ça veut dire quoi ? Je vais vous faire une traduction simultanée, si vous voulez bien. Regardez toujours sur Investir, Georges. Dans ce contexte, les obligations solides et pérennes sont les plus plébiscitées. Les solides et pérennes, vous imaginez bien qui c'est, ce sont les obligations allemandes. Le Bund, à 10 ans, il a touché un niveau plancher vendredi à, alors tenez-vous bien, 0,0087%, ça fait pas grand-chose. C'est tout petit. Ouais, menaçant de passer en territoire négatif. Il évolue actuellement à 0,019, ça fait pas grand-chose encore. La finance, Georges, s'enfonce dans sa propre folie. Vous imaginez, est-ce que vous voudriez placer de l'argent à 10 ans pour rien? Jamais. Eh bien oui, moi non plus. Mais en parlant de ça, tout ça devient de plus en plus compliqué. Je lis bien sûr Club Patrimoine tous les jours. C'est bien ça. Il faut. Et vous avez créé le buzz la semaine dernière. J'ai vu une interview de Sonia Fendler disant que c'était la fin de la multigestion d'assurance vie. Alors la multigestion, on rappelle, c'est la liberté pour un épargnant d'aller mettre dans un contrat d'assurance vie des centaines de SICAV, de supports, de SCPI, etc. Et effectivement, cette multigestion semble en danger. Sonia Fendler, qui est une des dirigeantes de Generali, a porté le buzz. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'Europe a mis un peu le feu aux poudres. Alors pourquoi? C'est un peu technique, hein. C'est une directive qui s'appelle PRIPS, figurez-vous, qui était censée améliorer, simplifier l'information de l'épargnant. Et comme d'habitude, l'Europe a développé les normes. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la simulation pour un multisupport qui n'aurait qu'une dizaine de supports, 11-12. Il y aurait plus de 156 documents. Alors vous imaginez, pour 300 supports. Sonia Fendler nous dit que c'est ingérable. Elle nous dit qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que sous prétexte d'aider l'épargnant, on va lui donner moins de liberté et qu'on va mettre plus de frais. Écoutez-la en podcast, c'est quand même intéressant. Pour vous donner un exemple précis, un multi-support avec un fonds euro, 11 unités de compte, une gestion pilotée, quelques options de gestion, c'est plus de 154 documents à mettre à disposition aux clients. Déjà, j'ai commencé à écrire à mes asset managers que j'allais réduire drastiquement mon offre unité de compte. Donc, je réfléchis à réduire à 30-50 unités de compte. 30 à 50, c'est la mort des petites sociétés de gestion? C'est la mort des petites sociétés de gestion. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, sur Twitter, j'avais dit que c'était la mort de la distribution et je pensais essentiellement aux CGPI qui ont un vrai savoir-faire de cette architecture ouverte, de dénicheurs de talents. Les gros banquiers vont se recentrer sur leur propre société de gestion en architecture fermée et ils se disent ils vont gagner des parts de marché. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ridicule de raisonner comme ça. Et les CGPI, oui, risquent de disparaître. C'est vraiment incroyable. C'est fou, hein? L'Europe, elle veut protéger l'épargnant. Et au final, on a plus de frais et moins de liberté. Je comprends les Anglais des fois. C'est un peu raté. On peut se demander. Mais rassurez-moi, tout ce stress, il ne vous a pas empêché de faire votre déclaration d'ISF avec votre gros patrimoine. Alors moi, je ne fais pas de déclaration d'ISF, Georges. Tout est dans mon outil professionnel. J'ai un gros outil, si je puis me permettre. J'espère que l'inspecteur des impôts ne nous regarde pas. Et un peu comme les grandes fortunes françaises, regardez cet article qui était dans La Tribune. Dans son édition de mercredi, le Canard enchaîné dévoile un document de Bercy énumérant plusieurs personnalités médiatiques comme Liliane Bettencourt ou Bernard Arnault et bien d'autres qui bénéficient de très hauts plafonnements. Ils payent quasiment pas ou pas d'ISF avec ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Et le Canard de dénoncer le résultat, disent-ils, burlesque d'une législation bricolée et rafistolée depuis plusieurs années. Et le plus drôle, si vous voulez bien, c'est que Bercy va porter plainte contre X pour ce lanceur d'alerte qui a transmis les documents en disant que c'était tout à fait pas normal. C'est quand même bizarre. Quand Panama Papers, ils sont assez contents en fait. Quand c'est au Luxembourg, ils disent que c'est très bien les lanceurs d'alerte. Quand c'est en France, ils disent ah non, c'est pas bien, on va l'attaquer, pénal, etc. On n'est pas à l'abri d'une contradiction, Georges. Mais du coup, c'est-à-dire que les très riches, ils payent pas, et que les classes moyennes comme moi, ils payent, même si je paye pas l'ISF. Donc, je vous le dis. Mais pour reprendre le titre d'une chanson, c'est un peu toujours la même histoire. Toujours les mêmes qui payent. C'est la même
Chanson. Vous voulez pas le faire? Allez, je suis trop mauvais. J'aime bien. Allez, arrêtez. Si vous continuez comme ça, vous allez devenir un adepte de Thomas Piketty qui ne dit pas que des bêtises. Forcément, écoutez-le. Petit à petit. Donc là, on part d'une situation en Europe où les plus grandes sociétés multinationales paient un taux effectif d'impôt qui est plus faible que celui des petites et moyennes entreprises. Donc essayons d'abord de le remonter. Et on a des situations où, par des montages d'optimisation fiscale, des très hauts revenus et des trop patrimoine payent moins que ce qu'ont payé les classes moyennes qui payent des impôts très importants aujourd'hui. Ça, au moins, on imagine que ça va être un vrai débat de société pour les mois à venir. Exactement. Mais en parlant de débat, vous nous indiquiez la semaine dernière que les notaires étaient en congrès. Et je crois que pendant leur congrès, ils ont eu plutôt une mauvaise surprise de leur autorité de tutelle. Les notaires, ils se sont fait avoir, figurez-vous. Pendant qu'ils étaient en train de discuter et de passer de bonnes soirées à leur congrès, eh bien, il y a les fonctionnaires de l'autorité de la concurrence qui sont occupés de regarder cet article de Capital pour fluidifier l'accès à la profession. L'autorité de la concurrence a identifié, tenez-vous bien, 241 zones où ils préconisent d'autoriser la liberté d'installation. Au global, que dit l'autorité de la concurrence? Elle voudrait 1650 nouveaux notaires qui pourraient s'installer en libéral dans les 2 ans. Et bien sûr, ils pourraient s'installer librement. Première arrivée, premier service, sans rien payer. Alors que les autres notaires, forcément, ont racheté leur charge. Ça va secouer dans le notaire. J'ai des copains qui ne sont pas contents et je les salue. Oui, j'imagine. Bon, il n'y a pas que pour les notaires. Non. Enfin, qui ça va secouer. C'est pas comme les taxis, ils ne peuvent pas bloquer Paris. Pas mais dans le monde des placements, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait séduire par l'investissement des raisons de tourisme. À la fois, il y avait, je ne dis pas d'ailleurs, des rendements garantis. Et en plus, une super fiscalité. Mais il paraît qu'à la fin, au bout des 9 ans, il y a quelques mauvaises surprises, entre autres chez Pierre et Vacances. Alors, on ne va pas attaquer, mais c'est l'exemple. Là, alors beaucoup de gens aujourd'hui, avec les taux zéro, sont attirés par des rendements intéressants. Par exemple, les résidences de tourisme, ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite. Alors là, ce sont des opérateurs qui garantissent des revenus pendant une période donnée, si vous voulez. Mais j'ai lu dans Le Monde que... Ben voilà, alors on va voir l'article ensemble. Et alors, on a l'impression que c'est génial, parce qu'on a des revenus garantis pendant 9 ans, et après, tout va bien. Sauf qu'il n'y a pas de miracle, pas de liberté, c'est aussi du risque. Tout à fait. Et alors, regardez ce fameux article du Monde, Georges, effectivement, pendant 9 ans, tout s'est bien déroulé, dit un souscripteur propriétaire, tout s'est déroulé sans accroc, mais en décembre 2015, lors du renouvellement du bail, alors Pierre et Vacances, effectivement, annonce qu'il divise, tenez-vous bien, par 2 le montant des loyers et réclame en plus 12 000 € pour remettre en état l'appartement. Bien sûr, le client peut refuser, Georges, mais en ce cas, Pierre et Vacances se désengagent et vous n'avez plus de locataire, plus de gestion, etc. Comme quoi, j'y reviens toujours, ça c'est la règle, retenez ça, en matière de placement, il faut toujours viser la liberté. Oui, c'est une belle prise d'otage. Exactement. Bon, Jean-Pierre, tout ça c'est bien triste. Est-ce que vous pourriez me faire rire un peu pour finir? J'adore ce juste pour rire. Alors on savait que les Français n'étaient pas très doués pour les langues étrangères. Ça c'est pas faux. Et alors, il y avait un débat la semaine dernière sur Public Sénat sur le Brexit. J'ai vu ça, c'était génial. C'était super. Alors ils l'ont transmis en direct et forcément il fallait des traducteurs. Et il y en a un, il avait un peu de mal, regardez ça. Donc la tendance ici, c'est que on ne peut pas imposer le statu quo lorsqu'ils démissionner. À ce moment-là, il y avait... So, where is George? George is in the kitchen. Ah, voyez, nous on est fluent, j'adore. Allez, on se retrouve la semaine prochaine en français comme d'habitude. Ou peut-être en anglais. Pourquoi pas.